Bonjour, je m'appelle René Carter, j'ai 27 ans. Je suis infirmière dans un hôpital public de la banlieue de l'Oregon, où s'étendent d'immenses forêts de pins et où la brume matinale enveloppe les rues étroites comme un voile fin. Ici, le temps semble ralentir et la vie a le charme paisible d'un tableau champêtre. Mais sous cette tranquillité, je sais qu'il y a des histoires bien plus complexes. Je vis dans un petit appartement juste assez grand pour un lit simple, une table en bois usé et quelques photos de famille accrochées au mur. Mais si vous me demandez ce que signifie la famille, je ne parlerai pas de ceux qui partagent mon sang. Pour moi, la famille, c'est mon grand-père, Thomas W. Aye, qui m'a élevé après avoir perdu mes parents dans un accident de voiture à l'âge de 12 ans. Ma mère, Emily Aye, était la plus jeune fille de Thomas, celle dont il disait toujours qu'elle avait le plus beau sourire de la maison. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle, seulement de vagues fragments de souvenirs. La légère odeur de son parfum, son doux fredonnement chaque soir et l'étreinte chaleureuse avant d'aller me coucher. Mon père, ingénieur en bâtiment, était aussi quelqu'un que mon grand-père chérissait, non seulement comme gendre, mais aussi comme quelqu'un toujours prêt à discuter de plans techniques avec lui. Mais tout cela s'est évanoui un soir pluvieux, lorsque leur voiture a dérapé sur la route menant à la ville. J'étais trop jeune pour saisir pleinement la douleur de la perte, sachant seulement que mon monde s'était effondré, et je suis devenu un orphelin, perdu sous des regards compatissants. Mon grand-père m'a recueilli. Thomas W. Aye, un ancien ingénieur de recherche ayant travaillé pour le ministère de la Défense, aux cheveux blancs comme neige et au regard perçant, dépositaire d'un trésor de connaissances. Il vivait seul dans une vieille maison en bois au bout d'un sentier, entouré de pins majestueux et d'un ruisseau murmurant. Cette maison valant près de 2 millions de dollars grâce à son vaste terrain ne l'intéressait pas. La vraie valeur de René ne réside pas dans le terrain, disait-il de sa voix chaleureuse et posée, mais dans ce que nous laissons au monde. J'ai grandi dans cette maison sous sa protection. Il n'était pas seulement mon grand-père, mais aussi mon professeur, mon ami, et parfois même tout mon univers. Il m'a appris à tenir une clé à molette, à réparer une radio et à être patient avec les choses qui semblaient irréparables. La vie est comme une machine, René, disait-il, une petite vis à la main, les yeux pétillants. Trouvez la bonne pièce, et tout se met en place. Les après-midi passés dans son petit atelier au fond de la cour, entouré d'outils et de fils électriques, sont mes plus beaux souvenirs. Il me parlait de ses années au ministère de la Défense, des inventions dont il rêvait, et j'étais assis là, absorbant chaque mot, même si je ne comprenais pas toujours. Mon lien avec lui n'était pas seulement familial. C'était un lien profond forgé pendant les années où j'avais le plus besoin de lui. Quand je suis allé à l'université et que j'ai commencé à travailler à l'hôpital, j'ai pris l'habitude de lui rendre visite chaque semaine. Même si les quarts de nuit étaient épuisants ou que l'odeur d'antiseptique imprégnait ma blouse, je prenais ces sentiers sinueux pour le voir. Assis avec lui, écoutant ses histoires ou préparant du café ensemble dans son ancienne cuisine, j'avais l'impression de rentrer chez moi, dans un endroit où je n'avais pas à cacher ma douleur ou ma fatigue. Mais la famille de mon grand-père, mes oncles et tantes, c'est une autre histoire. Il avait 4 enfants, ma mère Emily, décédée, et les autres, David, Linda et Zachary. C'étaient ses enfants biologiques, mais pour moi, ils étaient aussi distants que des étrangers. Je ne comprends pas pourquoi ils étaient si différents de lui, comme si leur cœur appartenait à un monde plus froid où l'argent et l'intérêt personnel priment sur les liens familiaux. David, l'aîné, est un homme d'affaires immobilier à Portland. Il se présentait toujours en costume coûteux, une montre tape à accent grave, l'œil scintillant au poignet, mais son regard était d'une froideur glaciale. Je me souviens d'une fois où il est venu à la maison avec une pile de papier, essayant de convaincre grand-père de vendre la propriété pour l'un de ses projets. « Tu es vieux, papa. À quoi bon garder cette maison ?» a-t-il dit d'une voix monocorde mais calculatrice. Grand-père a simplement secoué la tête, un sourire triste aux lèvres. « David, tu ne comprends pas. C'est plus qu'une simple maison. » Je suis resté là à regarder David froncer les sourcils, et j'ai su qu'il ne comprendrait jamais le dévouement de grand-père. Linda, la deuxième enfant, travaille dans un cabinet d'avocats, toujours occupée par des réunions et des voyages d'affaires. Elle y rendait rarement visite à son grand-père, appelant seulement de temps en temps pour poser des questions avant de raccrocher. Un jour, elle est arrivée à la maison avec une bouteille de vin hors de prix, comme pour compenser son absence, mais elle n'est restée que 10 minutes avant de partir sous prétexte. J'ai vu son grand-père la regarder partir, une tristesse fugace dans les yeux, mais il n'a rien dit. Je savais qu'il était blessé, mais il ne le laissait jamais paraître. Zachary, le plus jeune, était encore pire. À presque 40 ans,
il ne faisait que se plaindre et rêver de devenir riche rapidement. À chacune de ses visites, il posait des questions sur la maison, sur le plan successoral. « Que nous laisses-tu, papa » demandait-il, à moitié en plaisantant, mais avec une lueur d'avidité dans les yeux. J'ai vu le regard de son grand-père s'assombrir de déception. « Zacharie est tout simplement perdu » m'a-t-il dit après une de ses visites. Il trouvera sa voie un jour. Mais je n'en étais pas si sûr. Pour moi, Zacharie, comme David et Linda, semblait ne voir son grand-père que comme une source de richesse, pas comme le père qui avait sacrifié sa vie pour eux. J'étais différent. Je n'étais qu'un petit-fils, pas son enfant biologique. Mais j'ai toujours eu le sentiment de lui appartenir plus qu'à quiconque. Dès l'université, je me suis efforcé d'être indépendant, refusant de dépendre de lui. J'ai fait des petits boulots, obtenu des bourses, et plus tard, j'ai fait de longues gardes à l'hôpital juste pour voler de mes propres ailes. Mais malgré mon emploi du temps chargé, je n'oubliais jamais de lui rendre visite. Chaque fois que je mettais les pieds dans cette maison, l'odeur du vieux bois et de son café me faisait sentir comme chez moi. Je me souviens d'un après-midi d'automne où les feuilles dorées recouvraient le jardin. Grand-père m'a appelé à l'atelier, tenant un croquis de son écriture manuscrite mais sincère, pointant vers un étrange appareil posé sur la table. « C'est un détecteur de chute » a-t-il dit, la voix débordant d'une excitation enfantine. « Il sauvera les personnes âgées, René. Un jour, ça fera des milliers de dollars. » Je ne comprenais pas bien, mais j'ai hoché la tête, souri et l'ai aidé à polir un morceau de métal. Sur le moment, j'ai cru qu'il rêvait, comme souvent. J'ignorais que ce rêve allait tout changer. Ces jours passèrent paisiblement, mais j'éprouvais toujours un sentiment d'inquiétude, comme si une tempête approchait doucement. Grand-père s'affaiblissait, son pas ralentissait, sa voix tremblait parfois. J'ai essayé de le convaincre d'aller voir un médecin, mais il m'a simplement refusé. « Je vais bien, René. J'ai encore du travail. » J'ignorais alors qu'il gardait un secret. Un secret que moi, son unique petit-fils, j'étais le seul avec qui il voulait le partager. Un mardi matin, la tempête que je redoutais tant a finalement éclaté. Ce jour-là, alors que le brouillard enveloppait encore la route menant à l'hôpital, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai froncé les sourcils, hésitante, mais un profond sentiment m'a poussé à répondre. Une voix de femme m'a entendu, tremblante et pressante. C'était Clara, la voisine de grand-père. « René, c'est Thomas. Il est tombé à la maison. Viens vite. » Mon cœur sembla s'arrêter. Je jetai ma blouse dans le casier. Sans même prendre la peine d'aller voir mon supérieur, je courus vers ma voiture. La route jusqu'à chez lui ne m'avait jamais paru aussi longue. Les pins se brouillaient devant ma fenêtre comme des ombres fantomatiques, et je ne pouvais que murmurer « Grand-père ira bien. Il doit aller bien. » Mais en arrivant, le spectacle me figea sur place. La porte d'entrée était grande ouverte. Clara se tenait là, le visage pâle, serrant son téléphone. À l'intérieur, grand-père gisait immobile sur le sol du salon, à côté du vieux fauteuil dans lequel il adorait s'asseoir. Son visage était blême, ses lèvres bleutées, et ses yeux clos comme perdus dans un rêve profond. Je m'agenouillai à côté de lui, vérifiant son pouls, mais il était si faible qu'il était à peine perceptible. « Grand-père, réveille-toi » murmurai-je, les mains tremblantes en touchant sa poitrine. Aucune réponse. L'ambulance arriva quelques minutes plus tard, mais chaque seconde s'éternisait. Je m'assis à côté de lui dans l'ambulance, serrant sa main, froide et fragile comme une feuille sèche. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement, mais leur regard n'était pas prometteur. « AVC » dit l'un d'eux d'une voix neutre. « État critique. Nous ferons de notre mieux. » À l'hôpital, ils l'ont emmené d'urgence aux soins intensifs. Je restais dans le couloir, le regard fixé par la porte vitrée où les machines s'efforçaient de le maintenir en vie. Le docteur Harris, chef du service et collègue de travail depuis 3 ans, m'a posé une main sur l'épaule. « René, il souffre d'une défaillance multiviscérale aiguë. Ses chances de survie sont inférieures à 10%. Il faut que tu te prépares. » J'ai hoché la tête, mais une seule pensée m'a traversé l'esprit. Non, mon grand-père ne peut pas me laisser comme ça. L'hôpital exigeait qu'un membre de la famille signe des formulaires de responsabilité financière, une procédure obligatoire et froide. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé David, Linda et Zacharie. « Tonton, tante, grand-père est dans un état critique » ai-je dit d'une voix étranglée.
Venez maintenant, a répondu David sèchement. Je suis en réunion. Je viendrai quand ce sera fini. Linda a dit, je suis en déplacement. Je peux prendre l'avion demain. Zachary a simplement marmonné, oui, je verrai. J'ai raccroché, avec l'impression que le monde nous tournait le dos, à lui et à moi. Ils sont venus, mais pas par amour. David est arrivé le premier, toujours dans son costume élégant, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur les soins intensifs. Il se tenait dans un coin du couloir, parcourant les messages de son téléphone comme si la mort de son père n'était qu'un désagrément. Linda est arrivée le lendemain matin avec un bouquet de fleurs bon marché, mais s'est attardée devant la porte, trop effrayée pour entrer. Zachary est arrivé le dernier, les cheveux en bataille, vêtu d'un t-shirt froissé, et la première chose qu'il m'a dite a été « Il est réveillé ?» A-t-il parlé d'un testament? Je l'ai regardé fixement, le cœur serré. C'étaient ses enfants, mes oncles et ma tante. Mais comment pouvait-il être aussi cruel? Lorsque le médecin a demandé à quelqu'un de signer les formulaires de responsabilité financière, David a croisé les bras et a secoué la tête. Il est vieux, René. Prolonger la situation coûte de l'argent. Je ne signe pas. Linda a hoché la tête d'une voix douce mais froide. Si papa se réveille, on trouvera une solution. Pour l'instant, laisse-le partir tranquillement. Zachary eut un rire creux. Je n'ai pas d'argent pour signer. Je restais là, abasourdi, comme giflé. C'était ma famille, ils partageaient le même sang que moi, mais ils étaient prêts à l'abandonner, lui, leur père, notre grand-père, pour de l'argent. Je n'en pouvais plus. Je me dirigeai vers la réception, les mains tremblantes, je pris le stylo et signai les formulaires. Si personne d'autre ne reste, je le ferai, dis-je, la voix brisée, les yeux brûlants. Pas pour la maison, pas pour l'argent, mais parce que c'est ma famille. L'employé de l'hôpital me regarda, son regard mêlant surprise et compassion. Tu es sûr, René? C'est une grosse facture. J'acquiesçai, même si je savais que je n'avais pas l'argent. J'avais quelques économies, quelques amis qui pourraient me prêter de l'argent, et la détermination de faire 2 fois plus d'heures pour payer. Mais je m'en fichais. Je savais que je ne pouvais pas le laisser partir seul. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Je me suis démené partout, appelant des amis, mettant ma vieille voiture en gage et travaillant jusqu'à l'épuisement. Certaines nuits, je restais debout aux soins intensifs, la vue brouillée par le manque de sommeil. Mais je souriais toujours aux patients pour que personne ne me voie craquer. Après mes gardes, je restais assise au chevet de grand-père pendant des heures, massant ses mains fragiles et lui lisant des histoires, même s'il était inconscient. Je lisais les vieux livres techniques qu'il adorait, espérant que quelque part dans son coma, il entendrait ma voix. « Grand-père, je suis là », ai-je murmuré en lui serrant la main. « Je ne vais nulle part. » Le médecin a commencé à me regarder avec pitié. Un jour, le docteur Harris m'a pris à part, la voix grave. « René, je sais que vous essayez, mais il n'est plus conscient. Vous vous battez pour quelque chose de presque désespéré. Tu dois penser à toi aussi. » J'ai esquissé un léger sourire, essayant de garder une voix posée. « Merci, docteur. Mais je ne fais pas ça par espoir. Je le fais parce que mon grand-père le mérite. » J'ai pensé à ma mère, aux histoires qu'il me racontait à son sujet, à la façon dont il m'a serré dans ses bras quand elle était partie. Il ne m'avait pas abandonné, et maintenant je ne l'abandonnerai pas. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force de continuer. Peut-être était-ce dans ses souvenirs, les après-midi où il m'apprenait à réparer des radios, son regard quand il parlait de ses rêves grandioses. Peut-être était-ce à cause de ce sang qui coulait en moi, de l'amour qu'il me donnait, à moi, son petit-fils, qu'il traitait comme un fils. Je ne pouvais pas le lâcher. Ni maintenant, ni jamais. Puis, un soir, alors que j'étais assise à son chevet, un miracle s'est produit. Je lisais une page d'un livre, la voix épuisée, lorsque j'ai vu son doigt se contracter. J'ai levé les yeux, le cœur battant, ses yeux, bien que faibles, s'étaient ouverts. Ses yeux secs et crevassés. Ses lèvres remuèrent et je me penchai suffisamment près pour sentir son souffle léger. 5 alpha 9 Z, murmura-t-il d'une voix si faible qu'elle était à peine audible. Je sortis le carnet de ma poche et griffonnai l'étrange séquence, les mains tremblantes. « Grand-père, qu'est-ce que tu dis ? » « Je suis là, » criai-je, mais ses yeux se refermèrent et il sombra plus profondément dans le coma. Je serrai le carnet, fixant les mots défilants, R5 alpha 9 Z. Que signifiait-il ?
Un code, un message, ou juste les murmures délirants d'un mourant? Je l'ignorais, mais une secousse me traversa comme s'il venait de me tendre la dernière pièce d'un puzzle. Je rangeai le carnet, le cœur lourd, mais brillé d'une lueur d'espoir. C'était la dernière chose qu'il m'avait donnée, le petit-fils en qui il avait confiance, et je me jura d'en trouver le sens. Les jours suivants, je restai à ses côtés, même si mon corps était au bord de l'effondrement. Je m'assoupis. Je m'installai sur la chaise près de son lit, mangeais des nouilles instantanées dans la salle de pause et essayais de ne pas penser aux factures d'hôpital qui s'accumulaient. David, Linda et Zachary ne sont plus revenus. Ils ont appelé à plusieurs reprises pour poser des questions vides de sens, comme « Comment va-t-il ?» Mais aucun d'eux n'est venu. Je savais qu'ils attendaient. Qu'ils meurent pour la maison à 2 millions de dollars, pour cet argent. C'étaient mes oncles et ma tante, mais ils étaient plus étranges que des étrangers. Et moi, j'attendais juste un miracle, aussi faible soit-il. Chaque soir, j'ouvrais le carnet et relisais R5 Alpha 9Z. J'essayais de me souvenir des moments où il parlait de son travail, de ses croquis, du vieil ordinateur dans son bureau. Essayait-il de me dire quelque chose? Savait-il que son temps était compté et que c'était sa façon de me transmettre une dernière chose? Je n'avais pas de réponse, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Pas pour moi, mais pour lui. Le grand-père qui m'avait donné une famille, un but et une raison de vivre. Les jours qui ont suivi étaient comme un fil fragile tendu. J'ai été tiraillé entre l'espoir et le désespoir. Je vivais dans une boucle sans fin. Des gardes de nuit à l'hôpital, des heures au chevet de grand-père, et des nuits blanches à scruter la séquence critique de mon carnet. J'essayais de trouver un sens, passant au crible chaque souvenir de lui. Des après-midi où il m'apprenait à réparer des radios au moment où il évoquait son rêve de sauver des vies. Mais le code R5 Alpha 9Z restait une énigme non résolue. Et chaque jour, je le sentais s'éloigner un peu plus, comme un bateau perdu dans le brouillard. Le docteur Harris le surveillait quotidiennement, mais son expression s'alourdissait à chaque visite. « René, son état ne s'améliore pas, dit-il à voix basse. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Tu devrais te préparer. » J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je hurlais. « Prépare-toi. » Comment pouvais-je me préparer à perdre le grand-père qui m'avait tiré de l'obscurité à la mort de mes parents? Comment pouvais-je le lâcher alors qu'il était encore là, ne serait-ce que d'un souffle? Puis, un soir, alors que j'étais assis à son chevet, lui tenant la main et lisant un vieux livre technique, j'ai remarqué que sa respiration ralentissait. Les bips du moniteur cardiaque se sont allongés, plus sporadiques. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant la chamade. « Grand-père, ne pars pas !» ai-je crié d'une voix brisée. Les infirmières se sont précipitées, suivies du docteur Harris, mais je suis resté là, impuissant, à les regarder tenter de le réanimer. Le bourdonnement des machines, les appels urgents, tout s'est transformé en cauchemar. Puis le moniteur s'est tu. Une longue ligne plate est apparue à l'écran. Le docteur Harris s'est tourné vers moi, le regard empli de regret. « René, il est parti. » Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, seulement que le monde autour de moi semblait s'effondrer. Je me suis agenouillé près du lit, serrant sa main, maintenant froide et immobile. « Grand-père » ai-je murmuré, des larmes coulant sur le dos de sa main. « Je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. » Personne dans la pièce n'a parlé. Les infirmières sont parties en silence, me laissant avec lui, une douleur qui m'a déchiré la poitrine. Thomas W. Aïe, l'homme qui m'a donné un foyer, un but, était parti à jamais. Et j'étais la seule présente, le petit-fils qu'il aimait. Tandis que ses enfants, mes oncles et ma tante, étaient introuvables. Je me suis discrètement occupé de ses obsèques. J'ai appelé David, Linda et Zachary pour leur annoncer la nouvelle, d'une voix ferme malgré mon cœur brisé. « Grand-père est parti » ai-je dit. David a répondu sèchement. « Je vois. » Quand ont lieu les funérailles, soupira Linda au téléphone. J'essaierai de m'organiser. Zachary demanda aussitôt, « Y a-t-il un testament ?» Je raccrochai, ne voulant pas en savoir plus. Ils ne demandèrent pas comment il était mort, ni comment j'étais resté à ses côtés. Seul ce qu'il laissait derrière les intéressait. La maison, l'argent, les biens. Je me demandais comment il pouvait se considérer comme ses enfants alors qu'il n'était pas là pour ses derniers instants. Je retournai dans sa maison en bois, encore imprégné de l'odeur du café et du vieux bois, l'endroit qui avait été mon sanctuaire. J'emballai ses affaires une par une,
comme pour m'accrocher à des souvenirs qui s'estompaient. Le fauteuil qu'il aimait, le livre technique à moitié rouge, le vieil ordinateur de bureau poussiéreux dans son bureau. Tout me serrait la gorge. J'étais assise devant l'ordinateur, les yeux rivés sur son écran noir, lorsqu'R5 Alpha 9Z me traversa l'esprit. J'ouvris mon carnet, regardai le code qui défilait, et une pensée jaillit. Serait-ce la clé? Essayait-il de me le dire? Quelque chose? Avec une lueur d'espoir, j'ai allumé l'ordinateur. L'écran m'a demandé un mot de passe. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé R5 Alpha 9Z. 1 seconde, 2 secondes, puis l'écran s'est allumé. J'ai failli m'arrêter de respirer. L'ordinateur s'est déverrouillé, révélant un dossier nommé Si vous lisez ceci. Mon cœur s'est emballé. J'ai cliqué dessus et une cascade de fichiers est apparue, des dessins techniques détaillés, des schémas de circuits, des documents sur un dispositif médical pour les personnes âgées, un capteur de détection de chute avec des capacités d'intervention précoce. J'ai fait défiler les fichiers, les yeux embués de larmes. C'était son rêve, celui qui, selon lui, sauverait des milliers de personnes. Au bas du dossier se trouvait un court fichier audio. J'ai cliqué dessus et sa voix est apparue faible mais claire. René, si tu entends cela, c'est que tu n'as pas abandonné. Termine-le pour moi, pour ta mère et pour ceux qui en ont besoin. Je suis resté figé, les larmes aux yeux. Grand-père savait. Il savait que son temps était compté. Et il m'a choisi, moi, son petit-fils, pour me confier son rêve. Ni David, ni Linda, pas Zachary, mais moi. Celle qui est restée quand tout le monde s'est détourné. J'ai saisi la souris. Mon cœur s'est rempli d'émotions mêlées. Le chagrin de l'avoir perdu, mais aussi une détermination farouche à ne pas le laisser tomber. Les funérailles ont eu lieu par une journée pluvieuse dans la banlieue de l'Oregon, dans une petite église nichée au milieu d'une pinède luxuriante. Debout devant le cercueil de grand-père, vêtu d'un costume d'emprunt, je fixais les fleurs blanches drapées sur le couvercle en bois. L'odeur de l'encens se mêlait à l'air humide, créant une atmosphère pesante, comme si le poids du monde reposait sur mes épaules. J'avais envie de pleurer, de crier, mais je suis restée là, silencieuse, serrant contre moi la clé USB contenant les données de son ordinateur, la seule chose tangible qui me restait de lui, hormis les souvenirs brûlants dans mon cœur. David, Linda et Zachary sont finalement arrivés. Ils sont arrivés en retard, entrant dans l'église dans leur tenue luxueuse, comme s'ils assistaient à une réception plutôt que de dire adieu à leur père. David, vêtu d'un costume noir coûteux, s'est essuyé les yeux avec un mouchoir en soie. Un mouchoir, mais son regard était froid, dénué de chagrin. Linda, vêtue d'une robe noire moulante, sanglotait de façon spectaculaire. Pourtant, je remarquai qu'elle jetait un coup d'œil à sa montre 3 fois en 10 minutes. Zachary, comme d'habitude, était débraillé, debout dans un coin de l'église, consultant son téléphone avec ferveur. Il jouait le rôle des personnes en deuil, mais je savais que je voyais clairement que leurs larmes n'étaient pas réelles. Il n'était pas là quand il en avait besoin. Il ne lui avait pas tenu la main dans ces derniers jours. Il n'avait pas entendu les derniers mots qu'il avait murmurés. Il ne méritait pas de l'appeler père. Debout près du cercueil, je prononçais l'éloge funèbre d'une voix tremblante. Thomas W.I. était un grand-père, un père, un professeur. Il m'a appris la persévérance, l'amour et le fait de ne jamais abandonner un rêve. Il était la lumière dans mes jours les plus sombres, et je lui en serai éternellement reconnaissant. J'ai regardé la foule clairsemée, quelques voisins, d'anciens collègues de grand-père et ses 3 enfants, mes oncles et ma tante. David se tenait debout, les bras croisés, l'air impassible. Linda baissa la tête, mais je savais qu'elle comptait les secondes jusqu'à la fin de la cérémonie. Zachary eut un sourire narquois, comme pour se moquer de mes paroles. Je serrai les poings, réprimant ma colère. Il ne comprenait pas qu'il ne comprendrait jamais. Après la cérémonie, tout le monde se dirigea vers une petite salle adjacente à l'église où l'avocat de grand-père, maître Brandon, attendait pour annoncer la succession. Assise dans un coin, la clé USB dans ma poche, j'avais l'impression d'être un poids lourd, me rappelant la promesse que je lui avais faite. David, Linda et Zachary étaient assis au premier rang, leurs yeux brillants lorsque M. Brandon ouvrit le dossier. Conformément à la loi, puisque Thomas W.I. n'a pas laissé de testament notarié, dit M. Brandon d'un ton neutre. Sa succession, y compris la maison évaluée à 2 millions de dollars, sera divisée à parts égales entre ses 3 enfants, David I., Linda I. et Zachary I. David sourit d'un sourire triomphant. Linda hocha la tête,
les lèvres pincées. Ses lèvres se pincèrent comme pour cacher sa joie. Zacharie ne put se retenir et s'exclama « Génial !» Je le savais. 2 millions, répartis en 3, de quoi prendre un nouveau départ. Ils se serrèrent la main, discutant avec enthousiasme comme s'ils venaient de conclure une affaire lucrative. Je restais assis là, silencieux, me sentant comme un étranger dans ma propre famille. C'étaient mes oncles et ma tante, porteurs du sang de la grêle. Mais ils étaient plus distants que les patients dont je m'occupais à l'hôpital. David se tourna vers moi, la voix pleine de sarcasme. « René, tu as essayé de sauver le vieil homme, mais tu aurais peut-être dû économiser ton argent. Combien as-tu dépensé en factures d'hôpital ? 20 000, 30 000, maintenant tu n'as plus rien. » Lindari et Zacharie me tapota l'épaule comme pour me consoler, mais ses yeux étaient pleins de moquerie. « Ne sois pas triste, gamin. Tu es jeune. Travaille quelques années et tu t'en remettras. » Je ne répondis pas. Je les regardais simplement. Ceux qui appelaient mon grand-père, père, mais qui ne l'ont jamais soutenu, n'ont jamais compris ses rêves. Dans ma main. La clé USB semblait brûler, me rappelant que j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais, sa passion et sa confiance. J'ai quitté l'église et marché sous la pluie. Les gouttes froides ont trempé mon costume, mais je ne me sentais pas seul. Je le sentais toujours dans mon cœur, dans la voix de l'enregistrement. René, finis-le. Je savais que je n'avais pas besoin de la maison, ni de l'argent. J'avais quelque chose de bien plus précieux, son véritable héritage. Quelque chose que David, Linda et Zacharie ne comprendraient jamais. La pluie continuait de tomber plus fort, comme pour effacer l'amertume de mon cœur. J'ai serré la clé USB dans ma poche, sentant ses bords comme un rappel que je portais le rêve de mon grand-père. Le grand-père qui m'avait donné une famille, un but. Je n'avais pas grand-chose, un petit appartement, un modeste salaire d'infirmière et une dette d'hôpital persistante. Mais j'avais sa confiance, et j'étais déterminé à concrétiser les plans de cette clé USB, quel qu'en soit le prix. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, je me suis lancé dans un voyage que je n'aurais jamais cru possible. Je n'étais pas ingénieur comme grand-père, juste un infirmier de 27 ans plus habitué à soigner les patients qu'à lire des schémas techniques. Mais chaque fois que j'ouvrais la clé USB et que je voyais ces schémas de circuits détaillés et ces notes, j'entendais sa voix. Sois patient et tout se mettra en place. Je passais des heures chaque soir après mes quarts, assis sous la faible lumière de mon appartement, à étudier chaque ligne qu'il avait laissée derrière lui. Des termes comme rythme biométrique, intervention précoce et capteur multipoint me submergeaient. Mais je n'ai pas abandonné. Je ne pouvais pas le laisser tomber. J'ai contacté Tom, un ami ingénieur de fac, et je lui ai envoyé le contenu de la clé USB. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé, la voix pleine d'enthousiasme. « René, réalises-tu ce que tu tiens entre tes mains ? C'est le système de détection de chute le plus avancé que j'ai jamais vu. S'il est finalisé, il pourrait sauver des milliers de personnes âgées vivant seules. Ton grand-père était un génie. » J'ai souri au téléphone, les larmes aux yeux. « Je sais, » ai-je dit, la voix tremblante. « Et je veux faire ?» C'était réel pour lui. Tom m'a mis en contact avec l'Oregon Institute of Technology, où la professeure Margaret Stein, experte en technologie médicale, a accepté de me rencontrer. Je suis arrivé à l'institut par une froide matinée, muni du carnet de notes de grand-père USB et le cœur plein de détermination. La professeure Stein, une femme âgée au regard perçant, était assise en face de moi dans son bureau rempli de livres, entourée de maquettes d'appareils. Mes mains tremblaient lorsque je lui ai tendu les dossiers. Elle a feuilleté les plans, lu ses notes et levé les yeux, le regard brillant. « René, c'est un chef-d'œuvre. Un système d'intervention précoce basé sur les rythmes biométriques. Personne n'a fait ça à ce niveau. Qui était votre grand-père ? » Je lui ai parlé de Thomas W. Pal, des après-midi où il m'apprenait à réparer des radios, de son rêve d'aider les personnes âgées à vivre plus en sécurité. Je lui ai raconté ces derniers jours, le mystérieux R5 Alpha 9Z, et comment il m'avait choisi, moi, son petit-fils, pour poursuivre son travail. La professeure Stein m'a écouté sans m'interrompre, et lorsque j'ai terminé, elle a souri. Vous n'apportez pas seulement un design, mais une histoire. Je vais t'aider. Elle m'a présenté à un fonds de capital risque spécialisé dans les produits médicaux, mais ils exigeaient une présentation détaillée et un prototype fonctionnel. Je ne savais pas par où commencer. Je n'avais ni argent, ni équipe, juste les plans et une promesse à grand-père.
Mais le professeur Stein ne m'a pas abandonné. Elle m'a mis en contact avec un groupe d'étudiants en ingénierie de l'Institut, impatients de se joindre au projet. Nous t'aiderons à construire le prototype, a dit Anna, une étudiante. Mais tu dois nous dire exactement ce que tu veux. C'est l'héritage de ton grand-père, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, sentant un léger poids se soulever. Nous avons travaillé jour et nuit dans le laboratoire de l'Institut. J'ai appris à lire des schémas de circuits, à souder des fils et à tester des capteurs. Chaque petit pas était une victoire, mais aussi un rappel de grand-père, de la patience avec laquelle il travaillait sur de minuscules vis dans son atelier. Certaines nuits, je m'effondrais d'épuisement et m'endormais à la table du laboratoire. Mais sa voix, entendue sur l'enregistrement, me poussait sans cesse à avancer. René, finis-le. Je ne faisais pas ça pour l'argent ou la gloire. Je le faisais pour lui, pour sa mère, Emilie, sa plus jeune fille, et les personnes âgées seules qu'il souhaitait protéger. Après 3 mois exténuants, nous avons terminé le premier prototype, un appareil compact porté au poignet capable de détecter les risques de chute grâce à des rythmes biométriques et d'envoyer un signal d'urgence en quelques secondes. Lorsque je l'ai allumé et que j'ai vu le voyant s'allumer pour la première fois, j'ai fondu en larmes. Grand-père, j'ai réussi, ai-je murmuré comme s'il me souriait. Le professeur Stein m'a tapoté l'épaule. Ce n'est que le début, René. Maintenant, il faut que tu le fasses connaître au monde entier. J'ai travaillé avec le fonds de capital risque pour préparer une présentation. C'étaient des gens en costume qui parlaient de profit et de marché, mais je n'ai parlé que de grand-père, de son rêve, des vies qu'il voulait sauver. Je n'étais pas sûr de les convaincre, mais à la fin de la réunion, une investisseuse, Claire, m'a pris la main. Tu as le cœur de ton grand-père, a-t-elle dit. Nous financerons les essais. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. J'étais sur le point de tenir ma promesse. Grâce au soutien du professeur Stein et aux fonds disponibles, j'ai déposé un brevet, citant les co-inventeurs Thomas W. Hay et René Carter. Je voulais que son nom soit à jamais associé à cette invention, tout comme il l'avait été à moi tout au long de mon enfance. Debout dans le laboratoire de l'Oregon Institute of Technology, regardant le prototype de détection de chute s'allumer pour la première fois, j'ai eu l'impression que mon grand-père me souriait. Je ne faisais pas ça pour l'argent ou la gloire. Je le faisais pour lui, le grand-père qui m'avait donné une famille, un but, et pour les personnes âgées seules qu'il voulait protéger. Mais je ne m'y attendais pas. À la première lueur du succès, l'ombre de la cupidité allait se profiler, ramenant mes oncles et ma tante sur le devant de la scène. La nouvelle de l'invention s'est répandue plus vite que je ne l'aurais imaginé. Un journal local, The Oregon Chronicle, a publié un court article intitulé « Une jeune infirmière met au point un dispositif de sauvetage à partir d'une conception inédite d'ingénieur tardif ». L'article racontait mon parcours, Thomas W. Hay est le capteur de détection de chute actuellement testé dans une maison de retraite. Je n'avais pas cherché à attirer l'attention, mais lorsque l'article fut publié, je reçus des dizaines d'appels d'investisseurs, d'ingénieurs et d'inconnus désireux d'en savoir plus sur le dispositif. Le professeur Stein sourit en me regardant digérer mes appels. « René, tu as lancé quelque chose de grand, dit-elle. Prépare-toi. Ce ne sera pas facile. » Elle avait raison. Quelques jours plus tard, David, Linda et Zachary se présentèrent sans prévenir à la porte de mon petit appartement. Je rentrais du travail, encore en tenue d'hôpital, épuisé par une longue journée de travail. La sonnette retentit et, lorsque j'ouvris, tous les 3 se tenaient là, le regard froid et prédateur, tels des loups encerclant leur proie. David, dans son costume élégant, prit la parole le premier, d'une voix imprégnée d'autorité. « René, il faut qu'on parle maintenant. » Je les invitai à entrer, même si le malaise me tenaillait. Mon petit appartement me parut soudain étouffant à cause de leur présence. David était assis sur une chaise, les bras croisés, me fixant comme si j'étais en procès. Linda se tenait près de la fenêtre, un sourire forcé aux lèvres, tandis que Zachary arpentait les lieux d'un air soupçonneux. « On a lu l'article. » dit David. « Que fais-tu du travail de notre père? Une invention? Un appareil qui sauve des vies. C'est un bien familial, René. Tu n'as pas le droit de le garder pour toi. » Je l'ai regardé, avec l'impression d'être face à des inconnus. « Ce n'est pas un bien, répondis-je en luttant pour garder une voix ferme. C'est le rêve de grand-père. Il me l'a confié, pas à toi. » Zachary ricana en s'approchant. « Tu te crois plus intelligent que nous, gamin. Tu t'enfuis avec son travail,
tu déposes un brevet et maintenant tu veux tout garder. Nous sommes ses enfants. Nous avons des droits. Linda intervint d'une voix rauque, mais calculée. René, si papa a laissé une invention, elle devrait être partagée équitablement. Nous sommes de la famille, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, mon cœur lourd. Famille. Ils l'ont appelée la famille alors qu'aucun d'entre eux n'était là dans ces derniers jours. Quand je me suis précipité pour payer les factures d'hôpital, a tenu sa main en huissier et je l'ai entendu chuchoter R5 Alpha 9Z. Il n'était pas là. J'ai serré mes poings, sentant l'USB dans ma poche. Grand-père m'a choisi, dis-je, ma voix tremblante mais résolue. Il m'a donné le mot de passe, pas vous. Vous n'étiez pas là quand il avait besoin de vous. Je n'ai pas signé les formulaires de l'hôpital. Je ne vous souciais de combien de temps il a vécu. Vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit. David a tiré sur ses pieds, ses yeux flamboyants. Comment osez-vous nous parler comme ça? Qui pensez-vous, vous perdez tout. Un doigt sur moi. Ils ont fait d'assaut, laissant des menaces suspendues dans les airs. Je fermai la porte, appuyé contre le mur, mon cœur battant. Je savais que ce combat était loin d'être terminé. Il n'abandonnerait pas et je devais être plus fort que jamais. J'ai immédiatement contacté M. Jenkins, un avocat de la propriété intellectuelle. Je lui ai parlé de la confrontation, de l'article et de mes oncles et tantes l'intention de poursuivre. Jenkins a écouté attentivement, puis a dit, « René, l'enregistrement de votre grand-père est une preuve solide de son intention. Il vous a confié l'invention, et vous avez déposé le brevet légalement, mais votre famille pourrait poursuivre, affirmant que l'invention fait partie de la succession de Thomas. Vous devez vous préparer. » Les jours suivants ont été passés à fortifier ma position. Avec l'aide du professeur Stein, j'ai compilé la documentation juridique, fournissant chaque élément de preuve, l'enregistrement, le cahier de grand-père, les croquis et les journaux de recherche de l'équipe de l'Institut. J'ai également informé le fonds de capital risque de la situation. Claire, l'investisseur principal, m'a rassuré, « René, nous croyons en vous et à ce projet. Ne laissez pas votre famille vous distraire. Concentrez-vous sur la mise sur le marché de l'appareil. » Pendant ce temps, David a déménagé rapidement. Il a embauché un avocat renommé de Portland, Harold Vance, spécialisé dans les litiges successoraux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de l'entreprise de Vance pour exiger que je renonce à toutes les données d'invention et partage des droits de propriété intellectuelle avec les 3 enfants de Thomas. La lettre indiquait, Thomas W. Hein n'a laissé aucun testament pour désigner la propriété de l'invention à René Carter. Par conséquent, la propriété intellectuelle appartient aux héritiers légaux, David Hein, Linda Hein et Zachary Hein. Document. J'ai hoché la tête, bien que l'anxiété ait hoché la tête. Je n'avais pas peur de perdre l'invention. J'avais peur d'échouer, grand-père, de rompre la promesse que je me suis faite. En attendant le procès, j'ai continué à travailler avec l'équipe de recherche pour affiner l'appareil. Les tests au foyer de soins ont dépassé les attentes. Au cours du premier mois, le capteur a empêché 3 accidents sérieux. Un homme âgé, M. Wilson a saisi ma main après avoir été sauvé, ses yeux larmoyants. « Vous ne savez pas ce que cela signifie » a-t-il dit. Je vis seul et je pensais que personne ne se souciait. J'ai souri en pensant à grand-père. Quelqu'un se souciait, monsieur, dis-je, et il a fait cet appareil. Chaque petit succès m'a rappelé que j'étais sur la bonne voie. Mais la pression de ma famille a grandi. David a répandu des rumeurs, en disant aux amis et aux connaissances que j'avais volé l'intellect de grand-père. Linda a appelé les investisseurs essayant de les convaincre que je n'étais pas fiable. Zachary m'a attaqué publiquement sur les réseaux sociaux, me qualifiant de voleur d'héritage familial. La lecture de leurs mots ressemblait à un couteau tournant dans ma poitrine. Ils étaient mes oncles et ma tante, porteurs de sang de grêle, mais ils étaient prêts à me détruire pour quelque chose qu'ils ne méritaient pas. Je n'ai pas riposté. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la Fondation Hein, un organisme à but non lucratif que j'ai fondé pour poursuivre la mission de grand-pa. Je voulais que cet appareil atteigne ceux qui en avaient le plus besoin, non pas à but lucratif, mais pour sa vision. J'ai travaillé avec des ingénieurs pour améliorer l'appareil, réduire les coûts de production et assurer une large distribution. Le professeur Stein est devenu mon conseiller principal, me connectant avec des organisations de soins de santé et des maisons de soins infirmiers de l'Oregon. Le procès a eu lieu par une matinée d'hiver glacial. Je suis entré dans la salle d'audience dans mon costume threadbare emprunté, face à David, Linda et Zachary,
qui s'est assis avec leur avocat à prix élevés. Vance a fait valoir que l'invention était la propriété de Thomas, et sans volonté claire, elle appartenait à ses 3 enfants. Il m'a appelé une infirmière non qualifiée qui a exploité la confiance de Thomas pour saisir la propriété intellectuelle. Jenkins se leva, sa voix calme, mais tranchante. Il a présenté l'enregistrement de grand-père, me confiant clairement l'invention. Il a soumis le cahier, des emails avec le professeur Stein et des résultats de tests de maison de soins infirmiers. René Carter n'est pas seulement le petit-fils de Thomas W. Hay, a déclaré Jenkins. Il était le seul aux côtés de Thomas dans ses derniers jours. Le seul à faire confiance à Thomas pour réaliser son rêve. Cette invention n'est pas une propriété. C'est un héritage. Et Thomas a choisi René pour l'hériter. J'ai jeté un coup d'œil à la rangée où David, Linda et Zachary étaient assis. Le visage de David était rincé, les bras croisés. Linda inclina la tête, mais ses lèvres étaient étroitement pressées. Zachary me regarda, les yeux pleins de ressentiment. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai regardé en arrière et j'ai dit clairement, grand-père m'a laissé ça parce que je suis resté. Aucun de vous n'a demandé combien de temps il vivait. Vous ne méritez pas son héritage. Le juge a rendu le verdict après 3 jours. Il a jugé que l'enregistrement était une preuve claire de l'intention de Thomas et que le brevet m'appartenait en tant que co-inventeur avec Thomas. David, Linda et Zachary n'avaient aucune réclamation à la propriété intellectuelle. Alors que le verdict était lu, j'ai entendu Linda Sobigne, mais je savais que ce ne sont pas des larmes de regret. Il venait trop tard, et maintenant il n'avait rien. J'ai quitté la salle d'audience en sentant un soulèvement de poids, mais je savais que le voyage n'était pas terminé. La fondation Hay grandissait et l'appareil de grand-père sauvait plus de vies chaque jour. Je continuerai sa mission, non seulement pour lui, mais pour les personnes âgées solitaires, il a toujours voulu protéger. David, Linda et Zachary pouvaient garder la maison, mais j'avais quelque chose de bien plus précieux. Son véritable héritage et la certitude que j'avais bien fait. Je suis René Carter, le petit-fils de Thomas W. Hay, et je prouverai que la famille n'est pas seulement du sang. Ce sont ceux qui restent, se battent et se sacrifient pour ce qui est bien. Après la victoire juridique au procès, j'ai versé mon cœur dans la fondation Hay, en travaillant avec le professeur Stein, l'équipe d'ingénierie et le fonds de capital risque pour étendre les tests du capteur de détection d'automne. Au cours du premier mois, l'appareil a sauvé 3 personnes dans une maison de soins infirmiers dans la banlieue de Portland. Un mois plus tard, ce nombre est passé à 15. Des histoires ont commencé à se propager. Une femme âgée sauvée d'une chute dans sa salle de bain. Un homme âgé s'est précipité à l'hôpital à temps grâce au signal d'urgence des appareils. Chaque histoire se sentait comme un grand-père souriant, ses yeux scintillant alors qu'il parlait de son rêve pour sauver des vies dans son petit atelier. J'ai continué à travailler à l'hôpital, mais maintenant chaque quart de travail a été l'occasion de penser à améliorer l'appareil. J'ai observé des patients âgés, écouté leurs histoires et noté de nouvelles idées. Si le capteur pouvait également détecter une tension artérielle anormale, j'ai dit à Anna, l'étudiante en génie de notre équipe, nous pourrions sauver encore plus de vies. Anna hocha la tête, ses yeux s'éclaircissant. Un après-midi, j'ai reçu une lettre de la maison de soins infirmiers où l'appareil a été testé. Ils m'ont invité à un rassemblement avec des patients et des familles qui avaient bénéficié du capteur. Je suis arrivé toujours dans les gommages de mon infirmière, me sentant mal à l'aise, debout devant une foule. Une femme âgée, Evelyne, a pris ma main, ses yeux débordant de larmes. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi, a-t-elle déclaré. Je vis seul et j'avais toujours peur de tomber sans personne à savoir. Maintenant, je n'ai plus peur. Je l'ai serré dans ses bras, des larmes coulant sur mon visage. Ce n'est pas mon travail, murmurai-je. C'est Thomas W. Hay de mon grand-père. L'événement a fait la une des journaux locaux. Cette fois, non seulement l'Oregon Chronicle, mais aussi une station de télévision de Portland est venue m'interviewer. Je n'étais pas habitué à la caméra des lumières ou des microphones sur mon visage, mais j'ai essayé de parler de grand-père, de l'ingénieur qui a passé sa vie à rêver, le grand-père qui m'a donné une famille quand j'ai tout perdu. Cet appareil n'est pas le mien, dis-je à la caméra. C'est l'héritage de mon grand-père, et je continue de poursuivre son travail. Lorsque l'interview a été diffusée, la Fondation Hay a reçu des centaines d'appels de maisons de soins infirmiers, d'hôpitaux et même d'organisations internationales souhaitant s'associer à la distribution de l'appareil. Le rêve de grand-père se répandait plus loin que je ne l'avais imaginé. Un jour, j'ai appris que David,
Linda et Zachary avaient décidé de vendre la maison en bois de Grandpa. Ils ont divisé le produit de 3 façons, chacun empochant près de 700 000 $ sans jamais me consulter. Je n'ai pas été surpris, mais mon cœur est toujours assez HD. Cette maison n'était pas seulement une propriété. C'était là que j'ai grandi. Où grand-père m'a appris à réparer les radios, où j'ai ressenti son amour. Je pensais que c'était parti pour toujours jusqu'à ce que je tombe sur une liste d'un agent immobilier. L'acheteur de la maison de Grandpa avait reculé à la dernière minute, et mes oncles et ma tante la répertoriaient désormais en dessous de la valeur marchande. Je savais que c'était ma chance de récupérer la maison remplie de souvenirs de grand-père et de moi. Je n'avais pas beaucoup d'argent, alors j'ai enrôlé Jenkins pour m'aider à obtenir un prêt bancaire. En fin de compte, j'ai acheté la maison, non pour le posséder, mais pour préserver la mémoire de grand-papa. Lorsque je suis entré en tant que propriétaire pour la première fois, je suis fondu en larmes. L'odeur du vieux bois, la faible trace de café, tout était toujours là, comme s'il n'était jamais parti. J'ai décidé d'y vivre dans sa maison, non pas pour me montrer, mais pour le sentir plus proche chaque jour. J'ai emménagé, en gardant tout comme il l'avait quitté. L'ancien fauteuil, la bibliothèque pleine de manuels techniques, le petit atelier dans l'arrière-cour. J'ai passé des soirées dans l'atelier, travaillant sur de nouveaux plans, affinant l'appareil. Je n'ai pas vécu somptueusement. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de cette maison où je me sentais grand-père à côté de moi guider mes pas. La fondation de la grêle est devenue plus forte. Avec le support des fonds de capital risque, nous avons augmenté la production, réduisant les coûts afin que l'appareil puisse atteindre des individus à faible revenu. J'ai travaillé avec des ingénieurs pour ajouter des fonctionnalités telles que les alertes de course et la surveillance du rythme cardiaque. Chaque rapport d'une voix de grand-père a écho à vie. René, terminez-le. Je ne faisais pas cela pour la gloire, mais pour des gens comme Evelyn et Wilson, le grand-père âgé solitaire voulait protéger. J'ai commencé à organiser des ateliers dans les maisons de soins infirmiers partageant l'histoire de Grandpa et la mission de la Fondation AI. Je n'étais pas un grand orateur, mais j'ai parlé du cœur. Mon grand-père pensait que personne ne devait vivre dans la peur. J'ai dit aux personnes âgées et à leurs familles. Il voulait que tout le monde ait une chance de vivre en toute sécurité, même s'ils sont seuls. Ces mots n'étaient pas seulement à moi. Ils étaient à lui. Je suis passé par moi. Son petit-fils portant le sang de la grêle. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une organisation internationale de soins aux personnes âgées. Il voulait inclure notre appareil dans un programme mondial le distribuant aux pays en développement. Je me suis assis dans l'atelier de grand-père en lisant la lettre et je suis tombé en larmes. Grand-père, je l'ai fait, murmurai-je. Votre rêve atteint le monde. Je l'ai senti là dans la maison en bois, dans chaque plan, dans chaque appareil expédié. Depuis le procès, David, Linda et Zachary ne m'avaient pas contacté. J'ai entendu dire qu'ils utilisaient l'argent de la maison pour leurs propres entreprises. David a élargi son entreprise immobilière. Linda a acheté un condo de luxe à Seattle, et Zachary, comme d'habitude, a gaspillé sa part et s'est replié. Ils n'ont pas posé de questions sur la fondation de la grêle. Je ne me souciais pas des vies sauvées. N'a pas mentionné grand-père. Pour eux, il n'était qu'une source de richesse. Et quand cela a été sec, ils se sont détournés. Je ne ressentais plus la colère envers eux. Je ne ressentais que pitié. Dommage qu'ils ont raté l'occasion de comprendre que grand-père pour saisir sa véritable valeur. Il pourrait avoir la maison, l'argent, mais il n'avait pas son héritage, ce que moi, son petit-fils, a été honoré d'hériter. J'ai pensé à ma mère, Emilie, sa plus jeune fille, et je me suis demandé si elle serait fière de moi. Je l'espérais, tout comme je le savais. Un après-midi de printemps, j'ai organisé une petite cérémonie à la maison en bois pour marquer le premier anniversaire du décès de grand-père. J'ai invité Clara, son voisin, le professeur Stein, Tom, et quelques personnes de la maison de soins infirmiers. Nous nous tenions dans la cour sous les pins qu'il aimait, et j'ai placé une petite plaque devant la maison. Maison de Thomas W. Hay, où le rêve de sauver des vies a commencé. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai seulement remercié tout le monde de m'avoir aidé à rendre son héritage réel. Mais en regardant la plaque, je l'ai senti là-bas me souriant. J'ai continué à vivre simplement à l'hôpital, à gérer la fondation de la grêle et à améliorer l'appareil. Je n'avais pas besoin de gloire ou de reconnaissance. J'avais juste besoin de savoir que je faisais bien par grand-père, par ma mère et par moi-même. Chaque jour, je suis entré dans son atelier,
j'ai allumé l'ordinateur et j'ai travaillé comme il l'avait fait. Je l'ai senti à côté de moi, non pas comme un souvenir, mais comme une flamme brûlant pour toujours en moi. Assis dans le petit atelier de grand-père sous la lueur sombre d'une lampe, je réfléchis souvent à mon voyage. D'un garçon orphelin qui a perdu ses parents dans un accident de voiture, j'ai trouvé de la famille dans mon grand-père, Thomas W. Aye, qui non seulement m'a élevé mais m'a appris à vivre. J'étais autrefois considéré comme une infirmière ordinaire, un enfant avec une passion. Mais maintenant, je suis l'héritier de l'héritage de grand-père. Pas la maison de 2 millions de dollars, pas la richesse tangible, mais son rêve, sa confiance et sa philosophie de vie. J'ai appris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous laissons pour le monde. Grand-père a laissé le capteur de grêle, la fondation de la grêle et, surtout, une leçon. La famille n'est pas seulement du sang. Ce sont les gens qui restent quand tout le monde se détourne. Je pense à David, Linda et Zachary, les enfants biologiques de grand-père, mes oncles et ma tante. Ils étaient de la famille par sang, mais ils ont choisi de l'abandonner, choisissant de l'argent plutôt que de la parenté. Moi, son petit-fils, avec rien d'autre que l'amour pour lui, j'ai choisi de rester. J'ai signé les formulaires de responsabilité financière de l'hôpital, tenu sa main dans ses derniers instants et combattu pour protéger son héritage. La famille, je réalise, ne vient pas automatiquement du sang. Il est prouvé par des actions, par le sacrifice, à travers les moments où nous choisissons de défendre ce qui est juste, même lorsque le monde tourne le dos. Je veux partager ce message avec tout le monde, en particulier les jeunes comme moi qui se sentaient perdus dans leur propre famille. N'ayez pas peur de faire ce qui est bien, même si personne ne le reconnaît. N'ayez pas peur de vous battre pour ce en quoi vous croyez, même si cela signifie faire face à ceux qui sont les plus proches de vous. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Parfois, c'est la plus grande récompense. J'ai trouvé ma récompense. Pas de l'argent, pas de la renommée, mais de la connaissance que j'ai rendu grand-père fier. Que j'ai apporté son rêve au monde. La Fondation Aye est maintenant une organisation internationale avec des succursales dans 5 pays et des milliers d'appareils distribués mensuellement. Je le dirige toujours à partir de la maison en bois de Grandpa où je me sens le plus proche de lui. Je travaille avec des ingénieurs pour développer de nouveaux appareils, pas seulement des capteurs de détection d'automne, mais des systèmes de surveillance de la santé à distance, des outils de connectivité d'urgence et des applications pour soutenir la vie indépendante pour les personnes âgées. Chaque nouveau projet lui est un hommage, un moyen de garder sa flamme brûlée pour toujours. Je travaille toujours comme infirmière malgré les exigences croissantes de la Fondation de la Grêle. J'adore le sentiment de prendre soin des patients, de se tenir la main, d'entendre leurs histoires. Cela me donne l'impression de continuer le travail de grand-père à ma manière. Je vis simplement ne pas avoir besoin d'extravagance. Chaque matin, je prépare du café, je m'assois dans la cuisine et je regarde le petit ruisseau. Je pense à grand-père, à ma mère et aux gens que je n'ai jamais rencontrés, mais qui ont été sauvés par son appareil. Je pense à mon voyage d'un garçon orphelin à l'héritier de l'héritage d'un ingénieur de génie. Si vous lisez cette histoire, je veux que vous vous en souvenez, choisissez ce qui est bien, même si personne ne le reconnaît. Combattez pour ce en quoi vous croyez, même si cela signifie faire face à ceux les plus proches de vous. La famille n'est pas seulement celle qui partage votre sang. Ce sont eux qui restent, tenez votre main lorsque vous êtes faible et faites-vous confiance lorsque le monde se détourne. La gentillesse, aussi petite, a le pouvoir de changer le monde. J'ai appris cela de mon grand-père, Thomas W. Aye. Et j'espère que vous trouverez votre propre flamme pour allumer le chemin à venir. Je suis René Carter, le petit-fils de Thomas W. Aye, et c'est mon histoire. Une histoire de parenté, de loyauté et d'un héritage qui vivra pour toujours.